BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec nos deux critiques attitrés. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives économiques et Alter Eco Plus. Bonjour Christian. Bonjour. Et à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur d'économie à l'ESCP, le critique attitré de la Société d'économie politique et le directeur de la revue Sociétale. C'est vous qui allez ouvrir le feu, Jean-Marc, cette semaine. Alors les amis, je ne peux pas dire que vous m'avez beaucoup surpris dans vos choix. Vous avez fait des choix qui sont fidèles à vos convictions. Alors on verra le choix de Christian tout à l'heure. Mais Jean-Marc, vous avez choisi le livre de Jean-Baptiste Rudel, le fondateur de Criteo chez Stock. On m'avait dit que c'était impossible. Et oui, j'ai choisi le livre d'un entrepreneur, de quelqu'un qui a créé des entreprises, qui a fait fortune en créant des entreprises. Mais je pense que Christian va se reconnaître dans une partie de ce livre parce que... Et Christian, je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, ça fait des livres, plusieurs livres d'entrepreneurs dont on parle et qu'il trouve formidables. En fait, c'est qu'il y a dans le livre, il y a deux livres. Il y a un livre où Jean-Baptiste Rudel fait un peu une description assez convenue de ce que doit être le rapport d'un chef d'entreprise à la vie sociale. Il dit il faut arrêter le French bashing, c'est pas si grave que ça, le code du travail, je devrais payer plus d'impôts et tout ça. Et donc, ça s'ajoute d'ailleurs au fait qu'il dit aussi, vous savez, j'étais un bon élève, mais pas tant que ça. J'ai été reçu à une école d'ingénieurs prestigieuse, l'École supérieure d'électricité, Supélec, mais j'ai failli me faire mettre dehors. Donc, vous voyez, j'étais un esprit rebelle, un esprit un peu bizarre. Et alors, on arrive à la partie passionnante, à la partie véritablement intéressante, qui fait de ce livre véritablement un livre à lire, qui est sa saga de chef d'entreprise et de créateur d'entreprise. C'est-à-dire, il est parti de rien, et puis il a créé successivement 3 entreprises. Une qui a échoué, Callback, ensuite une qui a bien réussi, Kiwi, et puis Criteo, qui est maintenant une entreprise de 2000 personnes, une entreprise qui est cotée aux États-Unis, une entreprise qui est une référence mondiale. C'est ça, c'est pas le conte de fées qui est habituel qui nous raconte. Hein. Non, il raconte qu'il a eu du mal, qu'il a eu des problèmes, et alors il donne 3 conseils. Il donne un premier conseil, il dit il faut savoir ce qu'il appelle pivoter, c'est-à-dire il faut savoir bouger, réagir. Quand on est à la tête d'une structure, il faut pas, quand on a échoué, baisser les bras, il faut savoir se réadapter. À un moment donné, il raconte que devant ses financeurs, il leur présente la situation. Il y a le chiffre d'affaires du mois, il y a marqué un 3. Alors les financeurs lui disent quelle est l'unité? C'est 3 000 euros, 30 000 euros, 3 millions d'euros. Il dit ah non, c'est des euros. Le chiffre d'affaires de la semaine, du mois, c'était 3 euros. Et alors il dit, bon, mais dans ces cas-là, effectivement, il était évident que je ne pouvais pas continuer comme ça. Donc je me suis adapté, j'ai changé complètement mon produit, mon projet, ils m'ont fait confiance. Et donc cette capacité d'adaptation, cette capacité de rebondir malgré l'échec est pour lui une des clés importantes du succès. Et le deuxième élément qui est très important pour lui, c'est justement d'avoir de bons financements. Et il dit, il faut toujours avoir une sorte de trésorerie, de cash. Il dit, ça permet d'abord de bien dormir, parce qu'il écrit avec un certain humour, il y a une forme de distance, il y a une forme de... il ne se prend pas au sérieux, en fait. C'est un livre qui est écrit de façon sympathique. Et il dit, il faut soigner son financement. Il y a de bons ingénieurs en France, il y a quelquefois des gens qui négligent l'aspect financier, il dit, pour réussir. Et puis, il y a une troisième chose que je trouve importante, c'est qu'à plusieurs reprises dans le livre, il dit, il ne faut pas non plus s'éloigner d'une certaine forme d'humanisme, mais de sous forme culturelle. Il raconte qu'il a été frappé quand il était gamin par la lecture de Jules Michelet. Son grand-père lui faisait lire Jules Michelet. À la fin, il dit, la chose qui lui paraît le plus important dans la vie, c'est d'avoir fait en sorte que ses filles, quand il leur dit 1870, soient capables de répondre, la guerre, puis la commune. Et donc, on ne réussit pas, on ne s'accomplit pas, on ne devient pas pour lui un véritable chef d'entreprise si on ne garde pas ce rapport aux autres, à l'humanité, à la culture. Donc, une description d'un parcours qui est véritablement passionnante, malgré la partie un peu convenue qui, je pense, a fait plaisir à notre ami Christian. Christian. J'ai adoré ce livre. Ah bah alors là. J'ai adoré ce livre. C'est d'abord, comme l'a dit Jean-Marc, c'est un livre pour vous êtes jeune entrepreneur, vous voulez vous lancer, vous voulez lancer une start-up. Voilà les conseils, voilà les choses que je peux vous dire. Vous savez, on prend notre argent, l'argent des copains, de la famille, et on hésite, on veut garder le contrôle parce que c'est l'argent des proches. N'hésitez pas à diluer votre capital, nous dit Monsieur Rudel. N'hésitez pas à aller chercher des gens. Les PME français qui ne réussissent pas, ce sont les PME où il y a des petits patrons autocratiques qui décident de tout, qui veulent tout contrôler. Ça, c'est une des causes majeures de l'échec des PME françaises. Donc, diluons le capital. Attention, ayons un bon pacte d'actionnaires, parce que si vous allez chercher des gens, il s'est fait avoir une fois, donc lui, il dit attention, un pacte d'actionnaires, c'est comment on rentre, comment on sort de l'entreprise, comment on vend ses actions
direction, comment on en achète, donc il faut avoir ça de très bien. Quand vous êtes dans la nouvelle économie, toujours les dépenses de R&D, c'est obligatoire, il faut toujours avoir un coup d'avance. N'hésitez pas à pivoter, comme l'a dit Jean-Marc, il faut quand même rappeler, il le rappelle, qu'il a créé un algorithme magnifique. Bon, c'est dommage que ce soit pour faire plus de pubs, c'est pas tellement mon secteur, mais peu importe. Il a créé d'abord cet algorithme pour aider les gens à choisir les cassettes vidéo dans les vidéoclubs. Et donc, il l'a transformé avec toujours ce souci d'être en avance. Donc ça, c'est d'abord le livre qui est conseil aux jeunes entrepreneurs. Et il dit le contexte macroéconomique en France fait qu'on a des idées, des compétences et des moyens financiers. Arrêtez le French bashing. Tous les livres, les pleureuses du MEDEF qui se plaignent toujours du code du travail, qui se plaignent toujours que les Français ne travaillent pas, tout ça est faux. On peut réussir en France. La preuve, j'ai réussi en France. J'ai même réussi à devenir une multinationale. Je me suis installé aux États-Unis. Et là, c'est la dernière partie du livre sur la fiscalité. Tout le monde, les riches se plaignent, les entrepreneurs se plaignent de la fiscalité. Et lui, il dit, mais moi, je vis en Californie. En Californie, taxer le capital au niveau du travail, mais ça se fait tout le temps. Et personne ne se plaint. Il n'y a pas d'ISF, on vous dit aux États-Unis, mais vous devez payer plus d'1%, l'équivalent de plus d'1% de votre patrimoine en impôts tous les ans. C'est beaucoup plus que l'ISF vu la valeur du patrimoine là-bas, etc., etc. Il y a des pages fabuleuses quand un conseiller fiscal vient le voir pour lui dire, écoutez, vous devriez optimiser vos revenus et votre fiscalité. J'ai quelques conseils à vous donner. Il l'envoie balader. C'est très, très drôle, parce que comme Jean-Marc l'a dit, le texte est souvent très drôle. Il bâche les paradis fiscaux complètement. Il veut que ses enfants payent un maximum d'impôts sur les successions le jour où il sera mort. Et il nous dit que l'avenir pour les riches, c'est de payer plus d'impôts parce qu'il célèbre le livre de Thomas Piketty sur les inégalités. Il dit l'ascenseur social est cassé. Donc, si on ne veut pas avoir des sociétés dysfonctionnelles, il va falloir demain que les riches payent plus d'impôts. Et moi, je suis très content. Mais Jean-Marc, il ne se plaint même pas de l'instabilité fiscale, réglementaire, juridique. Non, Christian, cette insécurité là. Sur la partie purement fiscale, il dit on ne paie pas assez d'impôts, il faut y aller franco. Dans la partie contre le French bashing et dans la partie sur le code du travail, tout ça, il dit c'est vrai que quand j'ai vu les gens de l'URSSAF, quand j'ai été obligé de remplir les papiers pour l'URSSAF, au bout d'un moment, j'ai trouvé ça extrêmement agaçant, mais il dit on s'adapte, on s'y fait. Il reconnaît quand même, alors il dit oui, c'est agaçant, c'est irritant, il y a une perte d'énergie et tout ça. Alors, en revanche, sur les impôts, effectivement, Christian a raison, mais pour moi, ça reste quand même assez convenu, une façon d'être dans le camp des gentils. Vous savez, moi, je suis prêt à payer, parce que quand, sur le livre de Thomas Piketty, les critiques qui ont été faites, alors il dit c'est Nicolas Bavrez qui a parlé de marxisme de sous-préfecture. Bon, il y a des critiques autres que marxisme de sous-préfecture qui ont été faites sur le livre de Thomas Piketty. Donc, il aborde ça, à mon avis, de façon un peu politiquement correcte, au travers, je maintiens, d'une présentation de son personnage où il essaie d'être conforme, de même que sa femme ouvre à un moment donné un restaurant. Évidemment, le restaurant est bio. Et donc, je ne conteste pas qu'elle l'ait fait, mais il y a la constitution d'un personnage auquel je pense qu'il adhère de façon personnelle, mais qui est quand même un personnage assez dans l'air du temps. Juste pour terminer sur ce livre et pour élargir un peu, c'est pas le premier livre de patron un peu de nouvelle génération qu'on voit et qui sort un peu des standards des livres écrits par, alors ce que Christian appellerait un petit peu les patrons MEDEF, entre guillemets, non? La semaine dernière, on avait Salaud de patron qui était un autre absolument, livre qui se plaignait beaucoup du MEDEF et du fait qu'on peut quand même faire des choses, qui était un petit peu plus pleurnichard, hein, mais qui était pas mal, mais un peu plus pleurnichard. Celui-là, Jean-Baptiste Saudet, a l'avantage d'avoir réussi, en partant de pas grand-chose, à créer une multinationale reconnue vraiment partout dans le monde, très efficace. Et il nous dit, aux États-Unis, croyez pas que la Silicon Valley, ce soit beaucoup mieux que la France. La France est un petit paradis fiscal pour les entrepreneurs, donc n'hésitez pas, allez-y. Allez, votre choix, Christian, c'est le livre de Stéphane Aurel, une journaliste qui publie aux éditions La Découverte Intoxication. Alors, il y a quelques semaines, on parlait d'un livre de Sylvain Laurent, c'est appelé Les courtiers du capitalisme, dans lequel il expliquait comment la bureaucratie privée et la bureaucratie bruxelloise se mêlaient pour écrire les normes. Le jeu des... Et là, on avait la théorie, on a un exemple concret. Prenons les perturbateurs endocriniens. Ce sont des molécules chimiques qui ont des effets très très négatifs sur les systèmes reproducteurs masculins et féminins et qui sont à la source de grosses maladies. C'est reconnu par la communauté scientifique. Donc la Commission européenne doit agir et doit publier des normes indiquant quels sont les produits autorisés, pas autorisés, leur dangerosité, etc. Sauf que ça ne sort jamais. Pourquoi? Et là, c'est toute l'enquête de Stéphane
Martin Norel, qui nous dit pourquoi est-ce qu'alors qu'on a demandé à la Commission de sortir des normes, elles ne sortent pas. Et là, toutes les techniques sont mises en avant. L'essentiel, c'est la création, une machine à fabriquer du doute scientifique. Puisqu'il y avait un consensus scientifique, les chimistes européens, américains, soutenus par le gouvernement du Royaume-Uni, soutenus par le gouvernement allemand, vont acheter des scientifiques pour produire du doute scientifique qui va permettre à la Commission de ne pas prendre de mesures. Surtout, et Sylvain Laurence nous l'avait dit dans son livre, on joue d'une direction générale de la Commission contre l'autre, la direction générale qui s'occupe de l'environnement est prête à défendre la santé publique, la direction générale qui s'occupe de la santé est prête plutôt à défendre les intérêts des entreprises avec le moins de contrôle possible. Troisième stratégie aussi, nous dit l'auteur, le chiffre épouvantail. Ah, mais si vous mettez la régulation, alors il y aura X milliers d'emplois en moins, X millions d'exportations en moins. Et le livre décrit très très bien, avec minutie, avec beaucoup d'humour aussi, avec beaucoup de précision, parce que c'est un sujet quelquefois un peu scientifique, mais toujours de manière très pédagogique, la façon dont on n'arrive pas à avancer. Le coup d'État de Jean-Claude Juncker qui va sortir le dossier de la DG Environnement qui veut réguler pour le donner à la DG Santé qui ne veut pas réguler, ce qui fait que finalement, au mieux, on aura peut-être de la part de la Commission des normes en 2017, alors que des gens sont touchés, sont malades, des gens meurent. Et donc, c'est vraiment un problème extrêmement précis, pointu, concret, une véritable enquête, drôle, pédagogique, que je recommande. Moi, je serais moins enthousiaste. Je trouve que Ça m'étonne pas. Je trouve que le livre est un peu manichéen. C'est-à-dire, il y a des bons scientifiques qui sont ceux qui partagent le point de vue de l'auteur, et il y a les scientifiques stipendiés payés par le gouvernement allemand, par le gouvernement britannique, qui sont effectivement des vendus. Page 211, il y a une formule que je trouve assez intéressante qui résume assez bien la façon de présenter. Elle écrit que peuvent réellement ces scientifiques armés de leur seule intelligence face à la mauvaise foi du lobbying et au travail de sape des relations publiques de l'industrie. C'est-à-dire, d'un côté, on a l'intelligence, et de l'autre, on a la mauvaise foi, le travail de sape, la méchanceté. Les scientifiques, même ceux qui sont les plus brillants, mais ils ont aussi une carrière à faire, ils ont envie qu'on parle d'eux, ils ont envie aussi de se faire remarquer, il leur arrive d'identifier des problèmes qui n'existent pas. Elle a tout un développement aussi sur le principe de précaution, où elle dit on a caricaturé le principe de précaution, et puis alors elle dit mais en fait les arguments des gens contre le principe de précaution, qu'elle prétend comme étant caricaturaux, sont relativement organisés, relativement fondés. Et donc c'est vrai qu'il y a une forme d'humour, je reconnais que de temps en temps, il y a une description d'un personnage qui est au CEFIC, que nous avons croisé effectivement. Enfin, on a croisé le CEFIC dans le précédent livre. Manifestement, le CEFIC, c'est quelque chose d'important. Les industries chimiques à Bruxelles. C'est quoi le CEFIC? C'est l'industrie chimique, c'est le lobby des industries chimiques. Et donc, il y a un grand dégagement. Et donc, la description du personnage est absolument délicieuse. C'est avec humour, sans méchanceté. Le personnage est décrit avec une forme d'humour, une forme d'ironie, mais sans méchanceté. Il n'y a pas de. Mais c'est dommage que ce ton général ne transparaisse pas dans une démarche intellectuelle où on sent une sorte de crispation de camps. Il y a les bons et les méchants, et tous les personnages qui sont contre, qui ne sont pas de l'avis de cette idée qu'il y a une intoxication, qu'il y a un problème de santé, qu'il y a des gens qui essaient de relativiser le problème, sont présentés de façon assez systématiquement négative, sont assez caricaturés, sont assez déformés dans la réalité de leurs propos. Non, ils ne sont pas du tout déformés dans la réalité de leurs propos, ils ne sont pas caricaturés. C'est une véritable enquête, il faut bien le dire aux téléspectateurs, aux auditeurs. C'est une véritable enquête de journaliste qui va fouiller dans les documents qu'on ne veut pas lui donner, qui va rencontrer les bonnes personnes qui ont été au cœur et à la clé des décisions, et elle nous explique de manière encore une fois très très pédagogique et très drôle ces rapports de force politique qui se nouent pas entre des bons scientifiques, entre des gentils scientifiques et des méchants scientifiques, entre un consensus scientifique international dont l'OMS est porte-parole, dont le programme des Nations Unies pour l'environnement est porte-parole, et des scientifiques qui sont arrivés après et qui sont véritablement achetés par les lobbies pour dire le contraire, pour instiller le doute et réduire les régulations. C'est pas les gentils contre les méchants, c'est le consensus scientifique mondial contre ceux qui vont être payés par l'industrie pour éviter qu'il y ait des règles au détriment de la santé publique, et ça c'est très grave. Merci beaucoup, messieurs, pour nous avoir présenté ces deux livres. Eh bien, écoutez, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de notre émission.